je suis Marie Gompel du point de contact national ERC et avec Laura Molineri, on va vous proposer ce webinaire qui est une première pour le PCN ERC. L'objet de ce webinaire, c'est comme les futurs qu'on souhaite organiser, c'est d'avoir un sujet très précis et assez circonscrit qu'on aborde au cours d'une présentation relativement courte. Là, on s'attend à moins de 30 minutes pour la présentation. Et ensuite, un moment d'échange. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions dans la rubrique de chat qui est à la gauche de l'écran. Et on récoltera l'ensemble de vos questions. On tentera d'y répondre avec Laura en fin de présentation si les réponses n'ont pas été abordées au cours de la présentation. Donc l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'aborder la question de l'éligibilité dans les appels à projets ERC. On va vous rappeler ce que sont les règles d'éligibilité, essayer d'évoquer des questions qui sont souvent récurrentes et qui nous ont été posées soit par mail, soit par oral. Et puis l'objet, c'est vraiment de pouvoir conseiller les candidats si parmi vous, il y a de futurs candidats aux appels à projets, et également les institutions qui accueillent les candidats, les structures d'appui aux candidats au sein des établissements. Donc, comme je viens de le dire, on va commencer la présentation, ensuite les questions via le chat, et puis on y répondra à l'issue de la présentation. Donc d'abord, peut-être vous rappeler les documents légaux de référence qu'il faut toujours lire quand vous vous lancez dans une réponse à un appel à projet. Donc le programme de travail ERC de l'année en cours. Donc là, on est en cours de programme de travail 2020. Un certain nombre d'appels ont déjà été ouverts et clos. C'est le cas des startings et des synergies. Les appels ouverts, on va les aborder et ce sera surtout l'objet de nos discussions aujourd'hui, sont sur le Consolidator, l'Advanced et les Proof of Concept. Ensuite, vous avez un document qui est les règles de soumission ERC du programme H2020, dans lequel sont abordées les questions de soumission, donc les questions aussi d'éligibilité, les modalités d'évaluation, de sélection et d'attribution des financements. Et puis ensuite, pour chacun des instruments ERC, vous avez un guide du candidat. Donc le guide Consolidator, c'est aussi celui du starting, dans lequel vous avez beaucoup d'informations. Le Proof of Concept. Et puis pour les Advanced, l'appel 2020, on va ouvrir en mai. Et donc vous pouvez déjà vous référer au guide du candidat Advanced 2019, dans lequel vous trouverez déjà un certain nombre d'informations relatives à l'appel. Il n'y aura pas de révolution entre le guide du candidat 2019 et le guide du candidat 2020. Donc, on va aborder la question de l'éligibilité sous différents angles. Le premier angle, ce sera celui du porteur de projet, la question de l'institution d'accueil, de la proposition, et puis on abordera également les règles de resoumission, pour lesquelles la question du coup d'éligibilité se pose aussi. Donc concernant le porteur de projet, d'abord la question du statut du candidat au moment du dépôt. Toutes les bourses ERC, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, ça s'adresse à tous les chercheurs. Il n'y a pas du tout de fléchage en matière de discipline, mais non plus en matière de nationalité. L'objectif, c'est un candidat qui va vouloir faire de la recherche dans une institution de l'espace européen de la recherche, à savoir donc dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays associé. Ce candidat, donc on appelle le Principal Investigator ou PI, il peut résider n'importe où au moment de la candidature. Donc ça peut être un chercheur qui est encore dans un pays tiers, et il n'est pas nécessairement employé par l'institution hôte qui va l'accueillir pendant la durée du projet au moment de la candidature. En revanche, il devra l'être au moins pour la durée du projet. Il y a un document spécifique dans le dossier de candidature, qui est le Binding Statement de la Host Institution, qui est un document qui permet justement d'établir le lien entre le candidat et l'institution qui l'accueille. Il y a un petit astérisque parce qu'en fait, il y a quand même des exceptions qui sont
sous justification tolérée. Et ça, on l'abordera un peu plus tard, par exemple, pour le statut de certains chercheurs. On peut quand même évoquer le cas, par exemple, dans des unités de recherche françaises où il y a plusieurs tutelles, un candidat peut être employé par une tutelle du laboratoire et le projet en gestion par une autre tutelle du laboratoire. Et ça, c'est au moment finalement de la contractualisation que ce sera établi. Un point qui est très important à rappeler, c'est le point de la déontologie de l'intégrité scientifique. C'est-à-dire que pour candidater à l'ERC, il faudra être extrêmement clean du point de vue de la déontologie de l'intégrité scientifique. C'est-à-dire que le manquement à la déontologie avéré dans les conduit à l'irrecevabilité de la candidature pour au moins 2 années. Alors, ça va être évidemment la falsification, la fabrication de résultats. Ça, c'est, on va dire, quelque chose qui est une évidence. Le plagiat est vraiment analysé très très scrupuleusement. Le RCEA utilise maintenant des logiciels anti-plagiat. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est vous avez eu entre les mains un dossier de candidature qui a été reçu favorablement d'un lauréat. Et puis c'est très inspirant, donc on a un peu tendance à s'inspirer de certaines parties. Les logiciels anti-plagiat, ils peuvent repérer des petits paragraphes en copier-coller. Donc ça, il faut y faire très attention. La modification de l'ordre des auteurs de publication, pareil, ça peut être tenté d'arranger un petit peu les choses, mais ça, pareil, c'est vraiment quelque chose qui va être sanctionné par le RCEA, au point que vous ne puissiez pas ensuite candidater les années suivantes. Un point aussi qui est mentionné maintenant sur le portail du participant, lorsque vous candidatez, vous devez cocher un engagement comme quoi, au moment du dépôt du projet, vous avez eu un consentement écrit de l'ensemble des collaborateurs mentionnés dans le projet. Alors, dans les faits, ce que le RCEA nous a indiqué, c'est qu'on ne vous demandera pas le consentement écrit au moment du dépôt. En revanche, le RCEA peut être en position de vous le demander. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas citer un collaborateur pressenti dans un dossier de candidature si vous n'avez pas son consentement réel et qui peut être du coup demandé par écrit. Maintenant, ce qui concerne l'éligibilité du porteur du projet au regard de son temps d'expérience, en particulier après la thèse, donc on parle de fenêtre d'éligibilité, elle va se calculer en fonction du 1er janvier de l'année de l'appel. Donc pour les appels à projet 2020, la fenêtre d'éligibilité est calculée en fonction de ce 1er janvier, c'est-à-dire que pour les candidats Consolidator Grant, ils doivent avoir obtenu leur thèse entre 7 et 12 ans avant le 1er janvier 2020. Donc ça indique que le diplôme a été obtenu entre le 1er janvier 2008 inclus et le 31 décembre 2012 inclus. Pour les Advance Grants, il n'y a aucune condition d'éligibilité au regard de l'obtention du diplôme de thèse. Et pour le Proof of Concept, il est nécessaire d'être lauréat ERC, et ça concerne des projets qui sont en cours ou terminés depuis moins de 12 mois au 1er janvier 2020. On a ajouté également un petit astérisque concernant le diplôme, et on va faire un petit focus sur le diplôme, c'est-à-dire que quand on parle de diplôme, on considère soit la date de soutenance de thèse, soit la date qui figure sur le diplôme, c'est-à-dire la date d'émission du diplôme. Donc, on a la possibilité d'étendre cette fenêtre d'éligibilité selon différents critères. Donc d'abord, la naissance d'enfants avant ou après l'obtention du doctorat. Pour les femmes, pour chaque congé maternité, en fait pour chaque enfant né, les candidates ont le droit à 18 mois par enfant. Pour les pères, les candidats, c'est le congé qui est effectivement pris, donc il faut produire des justificatifs de vos employeurs, comme quoi il y a eu un congé avéré.
Donc, ces 18 mois par enfant, c'est automatique. Même si vous avez pris un congé maternité de 3 mois, vous avez le droit à une augmentation de la fenêtre d'éligibilité de 18 mois. Si par exemple, votre congé a été plus long que 18 mois, vous pouvez avoir du coup un congé qui est un peu plus long. Mais le principe, c'est 18 mois par enfant. Toute interruption après le doctorat de plus de 90 jours pour une longue maladie qui concerne soit le candidat, soit un membre de sa famille, peut également permettre d'augmenter cette fenêtre d'éligibilité. Le service national qui aurait été effectué après le doctorat, une formation clinique effectuée après le doctorat, en revanche dans la limite de 4 ans de formation clinique, et dans le cas des diplômes de médecine, il y a un décalage de 2 ans de la fenêtre d'éligibilité, mais ça on va y revenir également plus précisément. Ce sont les seuls critères qui permettent d'augmenter la fenêtre d'éligibilité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de questions au PCN sur des choix d'arrêt de la carrière pour diverses raisons. Si vous n'êtes pas dans ces conditions de possibilité d'étendre la fenêtre d'éligibilité, ce n'est pas recevable. Et c'est toujours sur production de justificatif. C'est-à-dire que si ça n'est pas justifié, ça n'est pas recevable. Mais les justificatifs, ils peuvent être, c'est pas obligatoirement extrêmement cadré, en particulier par exemple pour les longues maladies, mais il faut quand même qu'il y ait un arrêt maladie qui soit prouvé, donc il faut avoir quelques éléments de justification. Alors on va revenir à la question autour du diplôme de doctorat. Donc le porteur de projet doit avoir un PhD ou un diplôme équivalent. On disait donc que la date de soutenance ou de l'émission du diplôme pouvait permettre de définir cette fenêtre d'éligibilité. En revanche, il faut quand même faire attention à un point, c'est que au-delà de 6 mois entre la date de soutenance et la date d'émission du diplôme, le RCEA est un peu plus regardante, et donc il faut être quand même assez vigilant à ne pas trop profiter de ces délais entre les émissions de diplôme de thèse et la date de soutenance. Idem, s'il y a eu un événement très marquant dans votre carrière entre la soutenance de thèse et l'émission du diplôme, ça peut être également délicat. Donc il faut vraiment tenir compte des événements qui se sont produits dans votre carrière et que vous mettez en évidence dans votre dossier de candidature entre la soutenance de thèse et l'émission du diplôme de thèse. Donc ça, c'est un point qui fait l'objet souvent de pas mal de questions, et c'est quelque chose qui est souvent sujet évidemment à discussion. Un autre point sur lequel il faudra être très vigilant, c'est pour ceux qui ont déjà candidaté à l'ERC, donc qui ont déjà mentionné une date de doctorat à l'ERCEA. L'ERCEA conserve toutes les informations relatives aux candidats. Et donc, si vous avez donné, lorsque vous avez candidaté comme starting, la date de soutenance, mais que maintenant vous êtes en fin de fenêtre de consolidateur, vous préférez mettre la date d'émission du diplôme, ça risque de ne pas passer. Donc, il faut être vigilant à arrêter un choix de date pour le doctorat et s'y tenir lorsque vous candidatez à l'ERC. Dans certains cas, il y a des équivalences qui sont recevables pour le diplôme de doctorat. Alors, il y a une liste des équivalences qui fait référence à l'ERCEA. Donc, ce sont le site de l'agence exécutive éducation, donc c'est Eurydice, et puis des équivalences qui existent également aux États-Unis. Et ça, c'est également les équivalences qui sont retenues par la NSF. Donc, on a mis en référence les deux documents. Là où il faut être vigilant, c'est que ce n'est pas juste le titre de docteur qui suffit. C'est-à-dire que dans certains pays, certains diplômes confèrent le titre de docteur. Ça ne correspond pas aux attentes de l'ERCEA. En fait, derrière l'idée du doctorat, il y a l'idée qu'il y a déjà une indépendance dans la recherche à un niveau professionnel, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été initié par des formations dédiées au doctorat, c'est-à-dire donc
dans le cadre des études doctorales, par exemple, une formation avec une formation initiale, des séminaires, qui a fait l'objet d'un travail écrit, qui a été présenté devant un jury constitué de pairs, de différents membres académiques, et une soutenance et une évaluation par ce jury. Donc, qui vient distinguer un travail individuel de recherche supervisé et évalué par des représentants académiques de la discipline. En ce qui concerne les diplômes médicaux, donc il y a une règle un petit peu particulière, c'est-à-dire que ce n'est pas le seul diplôme de médecine qui permet de candidater à l'ERC. En fait, il faut que le PI soit lauréat d'un diplôme de médecine, mais qu'il ait aussi occupé des fonctions qui requièrent l'équivalence d'un doctorat. Grosso modo, ça veut dire qu'il a eu, après une formation clinique, il est peut-être parti en postdoc dans un laboratoire, il a eu un poste de professeur qui est un poste qu'on confère à quelqu'un qui a déjà une expérience de recherche. Dans ce cas-là, lorsqu'on s'appuie sur la date du MD, on peut décaler de 2 ans la fenêtre d'éligibilité. Mais après, la question, c'est que si le PI est MD-PhD, on va s'appuyer sur la date antérieure, en fait. Donc, la date du diplôme obtenu, en premier, c'est celle qui est prise en compte. Donc, si le PhD a été obtenu avant le MD, on ne change pas la fenêtre d'éligibilité puisque c'est le seul diplôme de PhD qui fait foi pour calculer la fenêtre d'éligibilité. Un MD avant le PhD, on peut alors décaler la fenêtre d'éligibilité. Donc pour suivre et aller un peu plus loin, on a mis quelques exemples qui sont les exemples que vous retrouvez dans le guide du candidat en annexe. Donc par exemple, le cas d'un MD délivré en 2005, une formation clinique jusqu'en 2010, on peut également faire poursuivre la fenêtre d'éligibilité. Le PhD en janvier 2011, là, dans ce cas, le candidat est éligible au Consolidator Grant. On se base alors sur la date d'obtention de son PhD. Dans le deuxième cas, un MD en 2001, une formation clinique jusqu'en 2004, un postdoc de 3 ans, puis un PhD, il ne sera pas éligible au Consolidator Grant parce que là, le fait d'avoir eu un postdoc avant l'obtention du PhD, on considère qu'il a déjà l'expérience de recherche qui lui permet de candidater avec son seul diplôme de MD. Et donc, on peut augmenter la fenêtre d'éligibilité, s'appuie également sur la durée de la formation clinique de 3 ans qui permet d'allonger aussi la fenêtre d'éligibilité, mais ça n'est pas suffisant pour être éligible à l'appel 2020. Encore 2 exemples. Donc, un exemple d'un MD en 2007, alors le doctorat en médecine en 2009, un postdoc, et puis les professeurs en 2013. Il est éligible au Consolidator Grant parce que là, on se base sur la date du MD, puisque le doctorat en médecine n'est pas une équivalence au PhD, et on va prendre en considération la date d'obtention du diplôme de médecine plus 2 ans. Le même exemple, mais avec la date du PhD, et là, on va s'appuyer, son postdoc, pardon, donc MD, doctorat en médecine, un PhD, il est éligible puisqu'on se base sur la date du PhD. Donc ensuite, la question de l'éligibilité du porteur du projet, elle va être aussi sur le temps d'implication du PI qu'il doit consacrer au projet. Donc ça, c'est un rappel des règles. Un consolidator devra consacrer au moins 40% de son temps au projet ERC, un advanced au moins 30%. Et pour le proof of concept, si pendant le projet ERC, l'implication totale entre les deux projets dépasse 100%, et bien évidemment, ce ne sera pas éligible. Un petit point de réflexion autour des cas un petit peu particuliers qu'on retrouve du coup chez les candidats advanced, c'est le cas d'un PI qui va être soit retraité au moment de la candidature, soit retraitable pendant le projet. Alors, il y a dans les documents de l'ERC une phrase qu'on a rementionnée telle qu'elle, donc qui explique bien que
normalement, le PI est employé par la host institution, mais quand c'est justifié, on peut travailler avec un statut un peu différent, et donc il y aura quand même un lien juridique qui sera mis en place entre la host institution et le PI, et tout ça va être analysé avec beaucoup de vigilance par le RCEA. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette question du statut de retraité, de retraitable, et du coup de toutes les solutions qui peuvent être trouvées par les institutions françaises, ça n'est pas un enjeu pour le RC. C'est un enjeu pour l'institution hôte, et ça veut dire que du coup, c'est aux institutions et aux candidats d'anticiper la solution qui sera trouvée. Le RC, dès lors que les engagements qui sont pris d'un point de vue scientifique et de mise en œuvre du projet sont assurés, le RC ne va pas venir se mêler de la manière finalement des questions plutôt de l'ordre des ressources humaines qui seront trouvées et des arrangements financiers entre un lauréat qui n'est plus employé de la host institution ou pas. Les questions qui se posent, en fait, ce sont des questions de responsabilité, des questions de rémunération pour le PI, parce que s'il est retraité, il ne va pas du coup être rémunéré à hauteur de ce qui peut être prévu en cours de projet, et des questions également d'assurance. C'est-à-dire que s'il n'est plus employé par la host institution, eh bien, il n'est plus couvert en matière de responsabilité. Donc s'il est toujours dans un lieu de réalisation de recherche, il y a des questions qui se posent. Et donc, les solutions qui doivent être trouvées sont des solutions qui sont d'ordre politique, RH et financière de l'établissement, de la host institution. Donc, les pistes de solutions, elles peuvent être du côté du statut de l'émérita, qui permettent quand même de laisser au PI un statut au sein de l'institution hôte. Et puis, dans certains cas aussi, l'auto-entrepreneuriat qui permet au PI également d'avoir un statut juridique, et ça peut être un moyen de le rémunérer. Mais il n'y a pas de solution miracle, et c'est vrai que le PCN ne peut que vous appeler à beaucoup de vigilance, mais n'est pas la structure qui accompagne la démarche des établissements dans ce contexte un peu particulier. Je vais maintenant laisser la parole à Laura pour la suite de la présentation. Oui, alors est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon. Donc je vais continuer avec l'éligibilité de l'institution d'accueil. J'en profite juste avant de commencer peut-être pour repréciser, comme vous a indiqué Marie en début de présentation, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le clavardage et on les reprendra à la fin de la présentation. Donc, en ce qui concerne l'éligibilité de l'institution d'accueil, donc là en fait, pour l'institution d'accueil, celle-ci doit être normalement celle qui engage le PI pour toute la durée du projet, comme ce sera conclu lors de la convention. Donc en fait, cette institution d'accueil, elle doit se situer dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays associé. Quand on vous enverra la présentation par mail, on vous renverra le lien vers les pays associés. Ce qui est important aussi, c'est que en fait, ça peut être aussi une institution internationale. En fait, là, ce qui est vraiment sur quoi on va insister, c'est que ça peut être n'importe ça peut être n'importe quel type de structure. Donc ça peut être de droit public, de droit privé, ça peut être une association, une université, un centre de recherche, un laboratoire pharmaceutique ou quoi que ce soit. C'est juste pour préciser qu'il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Donc en général, par contre, l'institution d'accueil, c'est l'institution qui engage le PI en tout cas pendant la durée du projet, à coup sûr. Après, pour certaines raisons, il est possible que cette institution d'accueil ne soit pas l'employeur
du PI, ou alors comme a pu le préciser avant Marie, ça peut être un auto-entrepreneur. Et dans ce cas-là, enfin, ça peut être aménagé. Et sinon, qu'est-ce que je peux rajouter avec l'éligibilité de l'institution d'accueil? Aussi, surtout que enfin, c'est le PI qui est responsable de son projet et de la subvention pour le RC et pas l'institution d'accueil. Là, en fait, on va passer au cas particulier du Royaume-Uni pour repréciser certaines choses parce que, bon, avec le Brexit, ça pose quelques questions. Donc, pour le moment, en tant que le Brexit n'est pas décidé, les institutions britanniques peuvent continuer de candidater et de recevoir des financements d'horizon 2020 sans problème. Simplement, là où ça peut poser justement un problème, c'est que les critères d'éligibilité doivent être remplis tout au long de la durée du projet, enfin là en tout cas de la subvention. Et là où ça peut poser problème avec le cas du Royaume-Uni, c'est que si le Brexit est voté et qu'ils ne font plus partie d'Horizon 2020, enfin ils remplissent plus les critères, et dans ce cas-là, donc ils ne pourront plus candidater. Et pour les projets qui impliquent un partenaire britannique en cours, alors que enfin, celui-ci n'est pas terminé, que le Brexit a été voté, dans ce cas-là, il est possible que le projet, enfin, qu'il soit mis un terme au projet. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'informations à ce niveau-là. Tant que les conditions du Brexit ne sont pas décidées, on n'a pas d'informations. Mais il faut faire attention à ça. L'éligibilité de la proposition maintenant. Ce qu'on va voir surtout ici, c'est de quoi se compose la proposition. Déjà pour préciser, donc il y a une partie administrative, et une partie scientifique composée d'un B1 et d'un B2. Surtout, toutes les propositions doivent être complétées, donc aucun document ne doit manquer, et sous peine que la proposition soit inéligible. Et surtout aussi, en cas de doute sur l'éligibilité, en fait, il y a un comité d'éligibilité de l'appel qui analyse les candidatures. Et donc, en cas de doute, c'est eux qui décideront si la proposition peut être évaluée par les pairs ou si, en fait, elle est rejetée directement. Pour voir un peu plus en détail de quoi se compose la proposition, donc comme j'ai pu le préciser avant, on a la partie administrative qui se remplit en ligne, donc avec plusieurs sous-sections. Donc le titre, le panel qui sera choisi, les mots-clés, les informations personnelles sur le PI et les informations de la host institution, le budget et le tableau des coûts. Alors ça, c'est une nouveauté là depuis les derniers appels. J'imagine que vous en êtes rendu compte, mais le tableau des coûts maintenant est à remplir aussi en ligne. Ensuite, donc le tableau éthique au cas où et des questions spécifiques si vous aussi vous voulez exclure des évaluateurs. Pour la partie B1, vous devez donc développer un résumé du projet de 5 pages. Donc, surtout, ce qui est important là avec la partie B1, c'est il n'y a que la partie B1 qui est analysée à l'étape 1. Donc, en fait, c'est un peu à partir de cette partie B1 que votre proposition va pouvoir continuer son processus, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est important de donner envie aux évaluateurs de lire la suite parce que donc le B1, c'est pas tout à fait un résumé du B2, mais c'est aussi ce qu'on va retrouver dans le B2. Donc bon, là, on rentre peut-être un peu trop dans les détails. Donc simplement en partie bien, ce qu'il faut se retenir, il faut un résumé du projet qui fait 5 pages,
le CV de 2 pages et pareil, un track record pour, de 2 pages. La partie B2, donc là, c'est 15 pages de propositions scientifiques et aussi à ajouter les annexes. Donc la lettre de l'institution d'accueil qui doit être signée, le diplôme de doctorat uniquement pour les candidats consolidators là pour les prochains appels. Si vous avez fait une demande d'extension d'éligibilité, vous devez fournir les justificatifs, donc, tout type de document qui prouve, qui atteste que vous demandez l'extension d'éligibilité, comme Marie a pu décrire précédemment. Et aussi, si vous avez quelques questions éthiques dans votre projet et que vous avez déjà quelques documents ou des choses comme ça, vous pouvez les ajouter là. Pareil, de remplir un certain document dans lequel vous décrivez exactement les questions éthiques que soulève votre projet et comment vous comptez remédier entre guillemets à ça. C'est en annexe à ce moment-là. Donc comme j'ai pu l'indiquer précédemment, il y a une petite nouveauté là avec la justification des ressources qui se retrouve. Donc auparavant, celle-ci était, vous deviez décrire les ressources dans le B2, dans les 15 pages. Donc maintenant, cette partie-là apparaît dans la partie administrative. Néanmoins, elle compte toujours dans les 15 pages du B2. Elle est limitée à 8000 caractères, ce qui correspond à 2 pages de description des ressources, ce qui signifie que si vous remplissez, donc si votre description des ressources fait 8000 caractères, vous devez rédiger que seulement 13 pages de propositions scientifiques dans votre B2. Si vous faites 4000 caractères, vous pourrez remplir 14 pages de propositions scientifiques. Donc là, c'était l'éligibilité de la proposition. Les règles de resoumission. Alors, est-ce que... Oui. Pour ce qui est de la... Donc quand vous allez, quand vous faites une première proposition, vous allez obtenir une certaine note. Et à partir de là, ça va vous permettre de recandidater l'année suivante ou plutôt dans 2 ans. Donc comme Marie a pu l'expliquer au début aussi, quand il y a un manquement à la déontologie, pendant 2 ans, il est impossible pour vous de candidater. Ensuite, et pour les propositions éligibles, donc pour celles qui s'arrêtent à l'étape 1, si vous avez eu un C en 2018, vous ne pouvez pas candidater les 2 années suivantes. Donc là, si vous avez candidaté en 2018 en starting, en consolidator ou en advanced et que vous voulez candidater à l'appel 2020, c'est pas possible, vous devrez attendre l'appel 2021. Si vous avez eu un B ou un C en 2019, pareil, vous ne pourrez pas candidater à l'appel 2020. En revanche, si vous avez réussi l'étape 1 et que vous êtes passé à l'étape 2, mais que vous n'avez pas été financé, mais que vous ayez eu A ou B, vous pourrez candidater à l'appel 2020. Donc ça, c'était pour les candidats consolidateurs et advanced. Pour le cas des synergies, c'est un peu plus particulier, mais on retrouve les mêmes règles. Donc si vous avez candidaté en 2018 ou en 2000, on va commencer en 2018, et que vous avez eu un C, vous pouvez candidater à l'appel consolidateur 2020, mais vous ne pouvez pas candidater à l'appel Advanced 2020. En revanche, si vous avez eu un B en 2019 en synergie, vous pouvez candidater et en consolidateur et en Advanced. Si vous avez réussi la première étape, que vous êtes passé à l'étape 2 en 2019, vous pourrez candidater aux 2 appels 2020. Et si vous avez réussi l'étape 2, vous êtes passé en étape 3, la même chose, vous pourrez candidater et en consolidateur et en advance en 2020. Là encore, s'il y a eu des manquements à la déontologie, pendant 2 ans, vous ne pouvez pas candidater. Donc on arrive à la fin de la présentation.
Là, on vous rappelle un peu donc, ce qu'est le PCN. Donc, le rôle du PCN, vraiment, comme on a pu vous préciser, on accompagne, on fait ce genre de webinaire ou de réunion d'information pour diffuser l'information sur les appels ERC. On a aussi une hotline, donc avec un numéro de téléphone et une adresse mail. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du ministère qui est www.horizon2020.gouv.fr. On vous a aussi indiqué le lien pour le point de contact juridique et financier pour les questions un peu plus particulières en lien avec la convention, sur tout ce qui est ressources humaines ou des choses comme ça par exemple. Et surtout, pour les chercheurs, ce qui est important, c'est absolument vous tourner vers les cellules Europe de vos établissements. Elles sont vraiment là pour vous accompagner tant dans le montage que dans le déroulé du projet. Donc vraiment, ne pas hésiter à vous tourner vers ces cellules. On va maintenant laisser la place aux questions-réponses. Je vois qu'il y en a pas mal. Donc Marie, si tu veux faire d'une manière ou d'une autre. L'ensemble des questions que je peux t'envoyer. Voilà. Hop. Donc, on va les reprendre peut-être au fil. Alors, il y en a certaines auxquelles j'ai répondu dans le chat directement, parce que c'était un petit peu à côté. Je t'ai envoyé, Laura, la liste. Peut-être reprendre des réponses que j'ai déjà données dans le chat. D'accord. Il y a eu une question sur la manière dont on présentait l'augmentation de la fenêtre d'éligibilité. Donc, en fait, on rajoute un nombre de jours et effectivement, on compte du coup, si c'est 2 enfants, bah, c'est 3 fois 365 jours. Il y avait une question qui était, je crois, sur la synergie et sur la question de l'éligibilité des PI. Donc, ah oui, non, ça, j'y ai pas encore répondu. Bah, on va les répondre peut-être une par une. Euh, donc, bah, je vais lire la question et puis Laura, tu me dis si tu y réponds ou si je réponds. La première question, c'était si on se trompe et qu'un PI candidate pour un consolidateur grant alors qu'il est plutôt éligible à un starting grant, est-ce rédhibitoire? Je te laisse répondre, Marie? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la question, elle ne va pas être rédhibitoire. C'est sûr que si alors, on n'est pas éligible au regard des règles d'éligibilité, ça c'est certain. La question, elle va être plutôt sur finalement le statut du chercheur. C'est-à-dire qu'un chercheur qui est en début de carrière, il correspond en général moins aux attentes que le RCEA a sur un consolidator. Mais vraisemblablement, effectivement, il ne va pas être éligible pour tel que la fenêtre d'éligibilité correspond. Donc, si c'est un candidat qui souhaitait candidater à l'appel Consolidator 2020 parce qu'il a loupé le coche pour le starting 2020, ça vaut le coup d'attendre l'appel 2021. Alors, je lis la deuxième question. Concernant l'extension de la fenêtre d'éligibilité, est-ce que seuls les enfants biologiques rentrent dans le calcul ou est-ce que plus généralement les enfants à charge, beaux enfants ou enfants adoptés sont aussi pris en compte? Laura? Alors, ouais. À chaque fois, je coupe mon micro parce que ça fait de l'écho. Là, ça marche? Oui, on t'entend. Ok. Donc, concernant en fait, c'est donc Marie, t'hésites pas à intervenir si je me trompe. Mais pour ce qui est pour les enfants, donc c'est ceux qui, en fait, vous devez fournir entre guillemets le livret de famille. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'est calculée l'extension de la fenêtre d'éligibilité. Par contre, pour les beaux enfants, par exemple, c'est une bonne question. Mais je pense Ça, qu'en je fait, sais pas. on a eu une question là au PCN sur les. Donc c'est une question qui a été posée par un PCN dans un autre pays. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu aussi en fonction de la législation
qui est en vigueur dans le pays concerné. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre d'une adoption, on a le droit à un congé parental, maternité, paternité. Donc c'est un congé qui est effectivement pris pour l'arrivée d'un enfant. Si c'est documenté, on peut faire valoir cette période. Un bel enfant, entre guillemets, ne donne pas le droit à un arrêt, donc à moins d'avoir pris un congé parental et donc d'avoir une documentation RH relevante, on ne peut pas. En fait, dès lors qu'il y a une documentation qui vient en appui, c'est-à-dire naissance pour une femme, le seul livret de famille fait foi. Pour un homme, pour un père, il va falloir soit un congé parental effectivement pris ou le congé paternité des 11 jours, mais qui peut permettre parfois d'être éligible encore une année de plus. Voilà, pour compléter. Alors, il y avait une question donc sur le starting 2021. Il y en aura bien un. Il y aura donc on va répondre à deux questions en même temps. S'il y avait une question sur les synergies. Les appels 2021, les informations que nous avons eues, c'est qu'il y aura un starting, un consolidator, un advance. Ils seront un petit peu décalés dans le temps parce que ce sont les premiers appels d'Horizon Europe et donc le temps que le budget soit stabilisé, que les documents soient validés, ça va prendre un petit peu plus de temps et il y aura un décalage de quelques mois vraisemblablement. En revanche, il n'y aura pas d'appel Synergie 2021, donc qui aurait été lancé en 2020, parce que la question était sur un appel Synergie 2020. Il y a eu un appel Synergie 2020 dont la clôture était en novembre 2019. Donc pour l'appel Synergie, le temps d'instruction, d'évaluation des dossiers étant plus long que pour les autres instruments, en fait, il y aurait eu une sorte de superposition entre les deux calendriers. L'enveloppe budgétaire de ces premiers appels étant pas encore stabilisée, puisque le budget n'est pas encore voté pour Horizon Europe, ça a été une décision à l'ERC de se dire que c'était une année sans synergie pour pouvoir stabiliser les budgets des autres instruments de financement et pour pouvoir ensuite se lancer sur un appel 2020 et 2022 doivent être éligibles aux règles de l'ERC dans un synergie. Le synergie qui était sur l'éligibilité de tous les PI, oui, tous les PI doivent être éligibles aux règles de l'ERC dans un synergie, tout en sachant que lors des deux derniers appels synergie, il y avait la possibilité d'avoir un des PI, pas le corresponding PI, mais un des PI qui était issu d'un pays tiers de l'Union européenne, de l'espace européen de la recherche. Alors, du coup, la question suivante, c'est la question sur la responsabilité du PI au regard de la host institution. Laura? Pour ah, mais moi j'étais déjà passée. Alors, Oui. Marie, tu veux répondre? Alors, donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que euh, il y a une question qu'on n'a pas abordée là parce que ce n'était pas l'objet du webinaire, mais le financement ERC, il est portable. Donc il y a une responsabilité, on va dire que la host institution, elle va apporter le cadre de réalisation pour le projet, mais c'est le lauréat qui s'engage vis-à-vis de l'ERC. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas dans la plupart des subventions européennes, mais là, le PI signe un accord avec la Commission européenne. Est-ce que Par tu veux que je reprenne institution. Voilà. Ensuite, la question. Il y avait une question sur la traduction des justificatifs d'extension de l'éligibilité. Donc, Ouais. doivent-ils être traduits officiellement? Donc non. Enfin, en fait, à partir du moment où c'est une langue de l'Union De l'Union. européenne, il n'y a pas de, y a pas de traduction nécessaire. En revanche, si c'est pas une langue de l'Union européenne, là oui, il faudra une traduction officielle, j'imagine. Voilà, c'est ça. Donc, dès lors que c'est dans une langue de l'Union, ça pose pas de problème, mais si ça n'est pas le cas, il faut une traduction. Donc ensuite, il y avait une question sur les advanced.
Est-ce qu'il est possible de constituer une équipe avec des personnes qui n'appartiennent pas à la host institution? Est-ce qu'on doit préciser leur temps passé sur le projet et leur participation dans la proposition? Tu veux que je réponde, Marie? Vas-y. Donc oui, il est possible de constituer une équipe avec des personnes qui n'appartiennent pas à la host institution. Vraiment, le PI s'entoure des personnes qu'il souhaite. Donc en effet, il va falloir préciser le temps de ces personnes passées sur le projet et leur participation enfin, pour ce qui est du temps passé sur le projet, surtout, ce qui est important ici, c'est en cas enfin, c'est pour tout ce qui est justification des, du projet. Donc, il va falloir tenir des feuilles de temps, ce genre de choses. Ensuite, pour ce qui est la participation de ces personnes-là, alors là, ça va dépendre de comment ces personnes interviennent, si c'est sous forme de sous-traitance ou en fait si c'est parce qu'il s'agit d'une tierce partie ou d'une tierce partie liée. Là, par contre, il faut faire du cas par cas et vous rapprocher justement des cellules Europe de vos établissements qui normalement ont l'habitude de ce genre de choses. Si tu veux rajouter quelque chose, Marie. Non, bah alors, en fait, le truc, c'est que de toute façon, dans les dossiers de candidature, on n'attend pas d'avoir les noms automatiquement de tous les membres des équipes. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne qu'il va y avoir toutes les compétences pour la bonne réalisation du projet. Et effectivement, après les accords entre la host institution et d'autres bénéficiaires, il y a possibilité de mettre des accords en place, un grand agreement multi-bénéficiaire. C'est en fonction un petit peu des choix financiers qui sont mis en place dans le cadre de la réalisation du projet. Voilà. La suivante, c'est une question sur le funding ID. Alors, on n'est pas tellement dans l'éligibilité, mais je te laisse répondre, Laura. Qu'est-ce que le funding ID? Mais en fait, c'est ça, qu'est-ce que le fond... Bah, je sais. Oui, c'est une- il y a quelqu'un qui a dit funding ID point d'interrogation, donc j'imagine que c'est juste peut-être préciser ce que c'est. Ok, Tu tu veux peux que je le repréciser fasse? même. Oui, vas-y. Je préférais que tu le fasses. Alors, donc le funding ID, on est dans la partie du dossier de candidature qui est avec le B1. On a le CV du candidat qui fait 2 pages, ce qu'on appelle les premières réalisations, donc Early Achievement ou le track record. On va répondre en même temps sur la question suivante. Donc, pour les advanced, c'est les 10 dernières années de recherche au moment de la candidature. Et puis, à la fin du CV, il y a un tableau qui va rassembler l'ensemble des financements en cours ou les financements en cours d'évaluation. Donc, l'objet de ce tableau, en fait, il est sans limitation de page, c'est de voir à la fois si c'est le projet est vraiment pas en fait financé par d'autres sources de financement et donc finançable par d'autres sources de financement. Donc ça peut souligner l'effet rupture vraiment du projet qui est proposé. Mais c'est aussi un moyen d'illustrer la capacité du candidat à aller chercher des financements évalués par ses pairs. Donc en fait, dans ce tableau, on met le titre du projet, le statut du PI dans le projet, le temps qu'il y consacre, et puis le lien avec la proposition ERC. Est-ce qu'il y a un overlap ou pas? Est-ce que, par exemple, prenons l'exemple, si on a un ANR jeune chercheur, eh ben, ça peut être les éléments qui vont constituer la base et l'obtention de résultats préliminaires pour aller vers un projet ERC Consolidator. Et donc, pour la question suivante qui était sur, donc dans le B1, est-ce que les premières réalisations liées au projet déposé sont aussi demandées pour les advanced? En fait, pour les starting and consolidators, ça s'appelle early achievement. Et pour les advanced, on appelle ça le track record. Et en fait, on s'appuie donc sur les 10 dernières années de recherche au 1er janvier de l'année du programme de travail. Et on peut également augmenter cette fenêtre, c'est-à-dire s'appuyer sur plus de 10 ans lorsqu'on est éligible à l'extension de la fenêtre d'éligibilité. Donc on peut avoir par exemple un congé maternité pendant ces 10 dernières années. Donc, il y a une question sur est-ce que le tableau budgétaire doit être repris dans la partie B2?
Il me semblait qu'on l'avait mentionné, mais Laura, je te laisse le repréciser. Donc non, en fait, le tableau directement, mais qui est toujours comptabilisé dans les 15 pages, apparaissait dans le B2 et maintenant qui apparaît dans la partie en ligne directement, mais qui est toujours comptabilisé dans les 15 pages de la proposition scientifique. Mais sinon, le tableau budgétaire reste dans la partie administrative, il n'est pas à prendre en compte dans la partie B2. Non. Et il est plus précis dans la partie administrative. Il a plus effectivement la forme qu'il avait auparavant dans le B2, et donc le tableau n'est pas dans le B2. Toute la partie budget est basculée dans la partie administrative. Exactement. Donc ensuite, une question sur Horizon Europe. Y aura-t-il des changements possibles concernant les fenêtres d'éligibilité ou la limitation de candidature dans Horizon Europe? Alors ça, on peut juste... Je te laisse. Tu veux que je te réponde ou... Vas-y, hein. Donc en fait, les réponses, les éléments qu'on a aujourd'hui, c'est que ça ne va pas être une révolution. Mais il pourrait y avoir des changements, aucun document ne circule, donc on ne peut absolument pas s'engager formellement sur les conditions de candidature sur les premiers appels Horizon Europe. Ce qu'on sait, c'est qu'on reste quand même sur une certaine continuité avec ce qu'on a connu dans Horizon 2020. Ensuite, il y a une question sur la constitution de l'équipe en advance. Est-ce qu'on peut solliciter des seniors en plus des doctorants au postdoc et demander que leurs 10 ou 20% de temps passé sur le projet soit payé à leur employeur pour qu'ils soient en décharge de service? Oula, il y a beaucoup de choses dedans. Alors, comme c'est des universités, je vais peut-être répondre. Ok. Vas-y, si tu veux, Laura. Non, mais je pouvais. Je pense que ta réponse sera plus complète, donc je te laisse le faire. Donc, en fait, pour les advanced, effectivement, dans une équipe d'advanced, comme d'ailleurs dans une équipe starting ou consolidator, on ne le recommande pas trop, mais il peut y avoir des chercheurs statutaires qui participent à l'équipe projet et donc qui peuvent effectivement consacrer 10 à 20% de leur temps. Ce qu'on va faire valoir auprès de l'Europe, c'est le temps qu'ils vont consacrer au titre de la recherche. La subvention, elle va couvrir le temps consacré à la recherche. Le choix de l'établissement hôte, et là c'est de la politique interne de l'établissement, peut être de utiliser ces fonds ou d'autres fonds qu'on reçoit au titre de l'Europe pour financer une décharge, mais ce n'est pas une dépense éligible auprès de la Commission européenne. C'est-à-dire que c'est de la politique d'établissement, c'est l'établissement qui décide de dire, voilà, j'ai un candidat, j'ai un chercheur qui est impliqué dans un projet ERC, et donc c'est le choix de l'établissement que de le décharger. Donc c'est une discussion que le candidat doit avoir avec la cellule Europe de son établissement et aussi les services RH, parce que qui dit décharge dit responsabilité en termes d'enseignement, donc c'est pas anodin et ça s'anticipe. Alors, si on a obtenu un B ou un C à une candidature Synergie en 2019, peut-on repostuler en 2020 en Synergie? Alors, donc tu pars en 2020. Tu veux que je réponde? De toute façon, comme a précisé Marie tout à l'heure, l'appel Synergie 2020 est clos depuis début novembre, donc la question ne se pose pas. Mais donc du coup, un B ou un C à une candidature, donc comme j'ai pu le préciser dans la présentation, donc là on nous parle de si on est dans le cas où on a déposé en Synergie 2019. Donc si on a eu un C en Synergie en 2019, on ne va pas pouvoir candidater. Enfin, là, par exemple, on n'aurait pas pu candidater à l'appel Synergie 2020. Et en cas de B, on aurait pu candidater donc aux appels Starting Consolidator Advanced 2020, mais pas à l'appel Synergie. Est-ce que c'est clair? Alors, en fait, ça dépend aussi du B, si on l'a en première ou en deuxième étape. Oui. En fait, vu que c'était B ou C, je suis restée sur la première étape, mais oui, c'est peut-être important de le préciser, oui. C'est-à-dire qu'un B en deuxième étape ou en troisième étape permet de candidater à l'appel Synergie suivant.
Dès lors qu'on atteint la deuxième étape aux synergies, on était éligible, selon les règles Horizon 2020, on était éligible à l'appel suivant. Voilà. Ensuite, il y a une question sur le décalage de l'appel. Est-ce que ça a un impact sur l'éligibilité d'un candidat? En fait, comme c'est toujours le 1er janvier du programme de travail qui est pris en considération, ça ne change pas tellement les éléments. En fait, l'appel starting 2020 était clos en octobre, mais on prenait quand même le 1er janvier 2020 comme indication. Donc là, on prendra toujours le 1er janvier 2021, a priori, hein, mais on prendra le 1er janvier 2021 comme indication de calcul de la fenêtre d'éligibilité. Ensuite, donc un ingénieur de recherche CNRS peut-il diriger une ERC? Si vous, enfin, à partir du moment où il y a vous remplissez les critères, oui. Il y a Il faut juste que. Il y a des ingénieurs de recherche qui sont lauréats. Oui, oui. Donc ça s'est déjà produit, il n'y a aucun problème. Alors, quelles sont les dates d'ouverture et de fermeture des appels Advanced? Y a-t-il des appels blancs en SHS? Alors, là, les Advance 2020, donc l'appel va ouvrir normalement, il me semble, c'est le 14 mai 2020 pour une clôture fin août, le 26 août. Et y a-t-il des appels blancs en SHS? Donc des appels blancs. Est-ce que la question c'est surtout s'il y a une préparation ou des choses comme ça? Alors je sais que l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS organise des entraînements, enfin ils peuvent faire des relectures des projets et ils organisent également des oraux blancs et des ateliers d'écriture aussi. Et ensuite, pour ce qui est des autres structures, je ne Alors, sais pas. je me demande si la question, elle n'était pas plutôt en référence aux appels qu'on dit blancs, par exemple à l'ANR, ou sont des appels qui ne sont pas ciblés. Mais c'est exactement l'esprit de l'ERC. C'est-à-dire que l'ERC, justement, on n'est absolument pas sur du fléchage thématique ou c'est le chercheur qui est à la base du projet. Donc c'est le chercheur, le PI, qui propose son sujet. Si c'est l'autre sens de la question. Je ne sais pas si c'est une question de Olivier Tourny, si Olivier Tourny est toujours connecté, si c'est la réponse lui convient ou pas. Il peut préciser si la réponse ne correspond pas à sa question. Donc, c'est bon. C'est bon. Un employé peut être employé à 50% par South Institution et 50% par une autre institution. Laura, est-ce que je te laisse répondre? Alors, c'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre. Alors, en fait, tout est possible. Donc, en fait, c'est tout à fait envisageable. La seule chose, c'est qu'il faut quand même que du coup, il y a quelque chose je crois qu'on l'a reprécisé, il y a une obligation de temps passé dans l'espace européen de la recherche, 50% du temps du projet. Donc attention si cette autre institution est en dehors de l'espace européen de la recherche, parce que ça peut être un petit peu délicat. Il peut y avoir quelqu'un qui est embauché par une institution américaine et qui va juste venir passer un peu de temps dans l'espace européen de la recherche. Idem pour des institutions britanniques tant que le statut britannique n'est pas encore précisé. Ensuite, est-ce qu'un chercheur postdoctorant INSERM peut candidater au cours de sa première ou deuxième année de contrat à une ERC Advanced ou Proof of Concept? Résultats développés lors du précédent projet ERC. Ensuite, est-ce qu'un candidat bourse ERC, parce qu'en fait, le Proof of Concept, c'est pour valoriser les résultats développés lors du précédent projet ERC. Ensuite, est-ce qu'un candidat chercheur peut, au cours de sa première ou deuxième année de contrat,
Donc en fait, là, la question, c'est par rapport au fait que ce soit un contrat à durée déterminée. Je comprends pas trop la question, Marie. Donc en fait, le truc, c'est que s'il est advanced, c'est qu'a priori, il est plus consolidator, c'est-à-dire il est au-delà des 12 ans d'expérience après la thèse, et il peut tout à fait candidater sur un appel advanced. Après, on va être très clair, un statut de postdoctorant, ça veut dire qu'on n'a pas encore son équipe, les attentes un appel un candidat advance, on l'a pas reprécisé, et ça on vous invite à reprendre les documents de l'ERC, c'est un chercheur qui est établi avec une reconnaissance internationale par ses pairs. Ça ne veut pas dire qu'un postdoctorant n'a pas une reconnaissance internationale, mais par contre, il n'a pas toujours une équipe établie autour de lui. Or, c'est un peu les attentes qu'on a sur un candidat advanced. Ensuite, donc, quel est l'impact de la question d'indiquer le pourcentage of working time dans un État membre pendant la période du grant? Bah, c'est un peu ce qu'on vient de dire, mais si tu veux compléter, Laura. Non, bah oui, enfin, c'est ça, hein. C'est surtout aussi, enfin, pour l'implication, pareil après pour tout ce qui est justificatif, etc. Après en Oui, soi, en fait, là, en gros, l'idée, c'était que, on va faire un peu, historiquement, le RC a aussi été pensé pour faire revenir des chercheurs qui avaient débuté, qui peut-être étaient issus de l'Europe, mais parfois aussi des chercheurs qui étaient issus de pays tiers. Et c'était l'idée d'attirer, avec des packages un peu alléchants, des chercheurs pour qu'ils viennent travailler dans les institutions européennes. Mais par contre, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de détournement de cet objectif, il y a quand même ce temps de travail dans l'espace européen de la recherche qui est imposé. Ça veut dire que, par exemple, un advanced qui doit s'impliquer au minimum 30% de son temps dans le projet, ces 30% dans le projet ne sont pas obligatoirement 30% dans l'espace européen de la recherche. Il peut y avoir du travail de terrain ou même un travail collaboratif avec des institutions qui sont situées en dehors de l'espace européen de la recherche. En revanche, sur les 5 ans du contrat, il faudra passer au moins 2 ans et demi dans l'espace européen de la recherche. Voilà. Donc, j'espère que ça clarifie un peu la question. Après, il y avait, est-ce que les calendriers des appels à projets tous les ans le même, par Horizon exemple, 2020, les c'est starting ce sont qu'on a toujours pu clôturés en observer. octobre, Après, comme a pu le les préciser, synergies en novembre? bah, en fait, là, sur Horizon 2020, c'est ce qu'on a pu observer. Après, comme a pu le préciser Marie lors de la présentation, avec Horizon Europe, forcément, il va y avoir un décalage à partir de 2021, enfin, des appels 2021. Ensuite, enfin, d'une manière générale, c'est bon pour tout le monde que le calendrier soit sensiblement le même et a priori, ça devrait se dérouler comme ça. Marie, si tu veux Oui, compléter. oui, non, c'est ça. En gros, le calendrier, c'est parce qu'ils échelonnent aussi en fonction de la gestion administrative de l'ensemble des documents qui sont transmis, et puis de la mobilisation des experts. Donc, on va partir sans doute sur une succession des appels de cette manière, mais avec ce décalage en 2000 pour les premiers appels d'Horizon Europe. Et sans doute que peut-être que le calendrier va un peu varier à ce moment-là, mais en tout cas, on part sur d'abord starting, pas de synergie, ensuite le consolidator et enfin l'advanced. Et donc il y a une question sur la date d'ouverture de l'appel pour les synergies. Donc bah Il n'y en aura pas. c'est fini Enfin, pour en tout 2000. cas pour 2021, Voilà. voilà. C'est ouvert en juillet, clôture en novembre. Donc il a été ouvert à peu près en même temps que le starting grant. Il n'y en aura pas l'année prochaine. Et donc l'année suivante, on sera sur le calendrier vraisemblablement qui sera le même calendrier que les autres années. Donc il peut y avoir un léger décalage, mais on ne manquera pas de le communiquer dès qu'on le saura. Alors, il y a une précision. Pourquoi ont-ils rajouté cette question? J'imagine que c'est relatif au temps. L'implication du PI. Ouais. Ouais, mais je pensais avoir répondu. Y a-t-il des templates pour les parties B1 et B2?
Oui. Oui. Euh, alors, en fait, vous les trouvez sur le participant portal dès lors que l'appel est ouvert. Et quand l'appel est ouvert, vous avez la possibilité, en fait, du coup, de vous créer avec un identifiant, vous créez une candidature et du coup, là, vous pouvez downloader en .rtf les documents qui seront à fournir. C'est un petit package de documents. Si l'appel n'est pas encore ouvert, ça a été le cas pour le Consolidator qui a un petit peu tardé à ouvrir cette année, vous avez toujours accès à un document PDF qui reprend en fait le guide du candidat et la trame des documents B1 et B2. Voilà, et je pense qu'on est arrivé Et au je bout pense de l'ensemble des questions. Si certains d'entre vous en ont encore une ou deux à poser, c'est le moment. Sinon, on va clore le